Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Lise Gauvin. Je suis responsable du Carrefour de l'innovation et de l'évaluation en santé. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir en séminaire de recherche Denis Schender, qui est professeur titulaire au HCC Montréal. Il est directeur du pôle santé et co-directeur du pôle dirigeant et direction stratégique au département de gestion des ressources humaines au HCC. Il va nous parler aujourd'hui de l'épuisement professionnel du personnel soignant, les causes, les conséquences et les pistes de solutions. Il a une présentation d'environ 45 minutes et qui sera suivie par une période de questions. Nous sommes environ un petit peu plus qu'une trentaine et je présume qu'il y aura d'autres personnes qui vont se joindre à la conférence aussi en cours de route. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à fermer vos micros pour éviter qu'il y ait des bruits en arrière-plan. Mais je vous invite par contre à écrire des commentaires et des questions dans le clavardage ou le chat que vous trouvez au bas de votre écran Zoom. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou vous pourrez lever la main et on vous accordera la parole lors de la période de questions. Alors, sans plus tarder, Denis, la parole est à vous et merci d'être là. Merci beaucoup, Mme Gauvin, pour cette introduction et merci à Mme Bouchard pour avoir organisé la rencontre en question. Donc, sans plus tarder, je vais donc présenter un peu les travaux que j'ai réalisés sur l'épuisement professionnel. Je vois qu'il y a des gens que je connais qui se sont présentés aujourd'hui. Merci à tout le monde de votre présence. Donc, naturellement, bon, j'ai fait un choix éditorial qui n'est pas simple à faire. J'avoue que c'est l'exercice le plus complexe, c'est de présenter ces travaux. Habituellement, les chercheurs, comme vous savez, on présente habituellement une recherche qu'on a menée et on peut donc approfondir cette recherche et aller dans les détails. J'ai plutôt fait le choix de présenter un ensemble de recherches qui touchent l'épuisement et ses causes. Donc, naturellement, ça va être un peu plus accéléré. Je vais donc voir les recherches d'une façon un peu plus globale et à vol d'oiseau. Donc, on ne pourra pas approfondir, mais si jamais, bon, éventuellement, vous voulez approfondir une des recherches en question, bien, il n'y a pas de souci, ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. Donc, rapidement, l'état de la situation, définition et origine de l'épuisement, étude sur le modèle demande-ressources, qui est le modèle dominant dans le domaine de l'épuisement professionnel. Le rôle des pratiques de gestion à haute implication, les facteurs contingents. Et après ça, je vais présenter une démarche qu'on a implantée dans différentes équipes en oncologie pédiatrique en France et les conséquences et les impacts que ça a eu. Et finalement, donc, stratégie d'intervention pour les gestionnaires, je vais présenter un certain nombre de paramètres qui peuvent avoir un impact pour prévenir les problèmes d'épuisement. Et donc, une petite conclusion pour terminer le tout. Responsabilité actuelle, comme Mme Gauvin l'a souligné, je suis le professeur titulaire à HEC au département de gestion des ressources humaines. Je suis titulaire du professeurship de recherche en santé et climat de travail, directeur du pôle santé et co-directeur du pôle dirigeant, et membre du consortium du ministère de la Santé et des Services sociaux et membre du conseil d'administration de l'INSPQ. Donc, c'est un peu ce que je fais en ce moment comme principale occupation. Mes intérêts de recherche et d'enseignement, bon, naturellement, gestion des ressources humaines étant mon champ principal de recherche. Et donc, j'enseigne la gestion stratégique des ressources humaines depuis bientôt 25 ans. J'ai enseigné aussi la gestion de la rémunération pendant plusieurs années. Comportement organisationnel, j'ai un intérêt sur le comportement organisationnel, principalement la mobilisation du personnel. Donc, j'ai travaillé et enseigné sur les concepts de mobilisation. Et finalement, l'aspect plus recherche depuis les 20 dernières années, c'est tout ce qui touche la santé et le mieux-être au travail, l'épuisement professionnel, principalement chez le personnel soignant. Et je dirais de façon plus spécifique, le personnel infirmier et les médecins. Donc, c'est là-dessus que je travaille au cours des dernières années. Projet en cours à venir avec le CHUM, recherche actuelle ou passée, donc comportement d'addiction et santé psychologique en contexte de confinement. C'est un projet là, qui a été mené pendant la première vague avec deux chercheurs là, de votre organisation, Julie Bruno et Didier Jutra-Azoade. Donc, on a travaillé sur ce projet-là. On a sondé à peu près 1000 Québécois de la région de Montréal sur les problématiques et l'impact du confinement sur la santé psychologique. Et on a fait la même chose dans la région de Nice, en France. Et on est après rédigé des papiers sur des paramètres de comparaison entre les deux pays. On a fait un projet de téléconsultation en radiologie, donc avec le CHUM pendant la crise de la COVID-19 avec mon collègue Guy Paré et une personne de chez vous qui est Caroline Parent, donc qui est responsable du département
de radio ONCO, donc coordonnatrice du département radio ONCO. Ça, c'est les deux projets qu'on a fait, là, du moins dans les derniers temps. Et finalement, les projets à venir, il y a plusieurs projets qui sont en discussion en ce moment avec les gens du CHUM. Le rôle de la résilience sur la santé psychologique. Donc, c'est un projet en cancérologie, l'implantation d'une démarche participative. Donc, probablement avec Caroline, on avait discuté de la possibilité de ce projet. Il y a la création de l'Institut de gestion des innovations centrées sur la valeur avec Dr. Brunet et Cathy Malas, qui est en voie de réalisation en ce moment. On travaille sur ça depuis déjà 2-3 ans. Et finalement, il y a un projet qui vient d'être accepté pour financement sur l'évaluation de l'épuisement et de la détresse psychologique des cadres de premier niveau. Comparaison au secteur de la santé et secteur manufacturier. Donc, c'est un projet qui reste à définir là, dans les prochains temps là, pour voir s'il y aurait un intérêt du côté du CHUM à traiter cette question de superviseur de premier niveau. Donc, rapidement, le pôle santé, pour ceux qui ne connaissent pas le pôle santé, c'est une plateforme universitaire qui génère et diffuse la connaissance autour des meilleures pratiques de gestion de la santé. Donc, on est un centre de recherche qui a pour but d'accompagner les principaux décideurs, les professionnels du réseau de la santé dans la transformation de leur organisation. Donc, ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne là, les différents établissements de santé. Donc, formation, on a un micro-programme en amélioration continue, on a une formation chez les chirurgiens dentistes du Québec, on a donc un certain nombre de programmes de formation, beaucoup de recherche-action, donc on fait beaucoup, toutes nos interventions sont basées sur des approches de recherche-action. On travaille présentement avec la commissaire à la santé et au bien-être sur des coûts dans les hébergements de soins de longue durée. On travaille sur la télésanté avec le CUSUM. On travaille sur un ensemble de projets, là, à peu près 20-25 projets par année de recherche-action qu'on réalise à travers les différents établissements. Et le transfert, à partir de nos séminaires, on a un séminaire par mois, grosso modo, qui a pour objectif de transférer les résultats des recherches qu'on réalise au cours de l'année, donc avec souvent un binôme praticien-chercheur pour être capable de se rapprocher de la réalité terrain des différents gestionnaires. État de la situation, donc, bon, vous le savez, la question de l'épuisement professionnel, de la santé mentale est un enjeu planétaire. Donc, si on parle juste du Canada, 500 000 Canadiens s'absentent de leur milieu de travail à chaque semaine, donc pour des problèmes de santé mentale. 30 des prestations d'invalidité relèvent des problèmes de santé mentale et représentent 70 de la somme des coûts. On parle de 20 milliards de dollars par année en termes de perte de productivité et de coûts assumés pour des troubles de santé mentale au Canada. Donc, c'est un fléau important qui est en croissance depuis une dizaine d'années, 10-20 ans. Le réseau de la santé, on n'a pas été épargné. On parle de 24,5 millions d'heures perdues, en hausse de 27 en 3 ans. Donc, augmentation considérable du nombre d'heures pour des problèmes de santé psychologique. 557 millions en indemnité d'assurance salaire, en hausse de 35 en 3 ans. On parle de 38 des dossiers d'assurance salaire relèvent des problèmes de santé mentale. Ils représentent 43 des coûts. Donc, on voit que même le réseau aussi est frappé de plein fouet par ces dynamiques et ces problématiques. Si on parle de l'épuisement de façon plus précise, l'épuisement professionnel, on parle de 25 à 60 du personnel infirmier qui serait touché par l'épuisement professionnel. C'est 36 supérieur chez les médecins relativement à la population. Si on prend la moyenne de la population et qu'on évalue, on estime la comparabilité avec les médecins, on observe qu'ils sont 36 plus épuisés que la population en général. Près de 32 des gestionnaires seraient touchés par la détresse psychologique. Et on sait que 12 d'augmentation des probabilités d'erreur médicale à chaque fois qu'on augmente d'un écart type l'épuisement professionnel chez les médecins. Donc, il y a des conséquences autant pour l'individu, pour son équipe, pour l'organisation et pour la qualité et la sécurité des patients. Donc, c'est un enjeu qui est quand même assez considérable et assez important. Et la COVID a naturellement exacerbé ce problème. La COVID a poussé cette réalité-là à un autre niveau. Et on voit très bien maintenant dans le réseau tous les coûts en assurance salaire augmentés considérablement pour des questions d'épuisement et de détresse psychologique. C'est quoi l'épuisement? Naturellement, l'épuisement n'est pas considéré comme une maladie dans le DSM-4, donc ce n'est pas considéré, en tout cas pour l'instant, comme une maladie. Toutefois, lorsqu'on fait des recherches sur l'épuisement, on s'aperçoit, à titre d'illustration, je me suis amusé hier à regarder sur la banque de données ProQuest pour voir combien d'articles avaient été écrits sur l'épuisement professionnel au cours des 3 dernières années. Et j'ai répertorié 3000 articles au cours des 3 dernières années sur l'épuisement professionnel.
Et là-dessus, une grande partie sont écrits par des médecins. Donc, c'est quand même particulier que ce syndrome n'est pas reconnu comme une maladie et n'est pas considéré comme étant, entre guillemets, un élément qui est objectivement valable, alors qu'on voit très bien qu'il y a un déploiement considérable d'études sur cette question. Et donc, je présume qu'éventuellement, il y aura des avancées à ce niveau-là. C'est quoi l'épuisement professionnel? Rapidement. Il y a 3 dimensions dans l'épuisement et je pense que c'est très important de bien comprendre la nuance de ces dimensions. Il y a l'épuisement émotionnel, qui est la dimension la plus étudiée. Donc, c'est vraiment un sentiment de perte de ressources, de perte d'énergie. Il y a le cynisme, qui est la notion, si on la rapporte au domaine médical, c'est la notion de dépersonnalisation. Donc, je crée une distance entre moi et le patient de plus en plus grande au fur et à mesure que je me sens émotivement épuisé. Et finalement, la perte de sens et d'efficacité personnelle. Je ne perçois plus de sens dans mon travail, je me sens plus efficace dans mon travail. Et donc, ça serait la dernière, je dirais, la dernière conséquence dans la chaîne de causalité. Les gens commenceraient par être épuisés émotionnellement. Par la suite, comme stratégie de coping, ils s'éloigneraient de la relation de patient. Donc, ils développeraient une forme de dépersonnalisation dans la relation avec le patient. Et finalement, cette dépersonnalisation fait perdre le sens et le sentiment de valorisation de l'individu dans son travail. Donc, son sentiment d'efficacité serait érodé par le fait de réduire cette relation émotionnelle avec le patient. Donc, tout ça s'enchaîne dans une dynamique, je dirais, de causalité. Et on sait qu'en présentement, dans le réseau de la santé au Québec, on est fortement épuisé émotionnellement. C'est l'élément qui a pris la plus grande partie de l'épuisement. Pour ce qui est de la dépersonnalisation et la perte de sens, on est encore à des niveaux assez, je dirais, de faible à moyen. Comparativement à d'autres pays comme les pays d'Europe ou même les États-Unis, où on voit que le cynisme et la perte de sens ont augmenté considérablement au cours des dernières années. Donc, si on n'attaque pas la question de l'épuisement émotionnel, on va finir par avoir des répercussions sur la notion de dépersonnalisation et sur la perte de sens et d'efficacité, qui sont des notions beaucoup plus complexes en termes cognitifs à ramener en équilibre et elles sont beaucoup plus dommageables pour l'ensemble des soins octroyés aux patients. Donc, c'est très important d'adresser les questions d'épuisement émotionnel avant qu'elles se répercutent sur les autres dimensions du concept. Instrument de mesure, bon, ben, le Maslach Burnout Inventory, c'est l'instrument de mesure utilisé dans la plupart des recherches là, qui a été quand même validé depuis plusieurs années. Et donc, c'est la dimension que j'utilise de façon générale dans la plupart de mes recherches. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on scinde le processus en 2 dimensions, l'épuisement émotionnel et le cynisme, qui sont souvent les 2 dimensions les plus étudiées dans le domaine de l'épuisement professionnel. Les sites d'intervention, il y a 4 possibilités d'intervention lorsqu'on veut adresser les questions d'épuisement. Vous avez les facteurs individuels, c'est-à-dire l'individu comme personne, comme membre d'une équipe. Donc, l'individu a ses capacités personnelles, sa capacité de résilience, sa capacité à faire face à un certain nombre d'épreuves. Beaucoup je dirais, d'interventions sont centrées sur l'individu. Je dirais 80% des interventions réalisées dans le secteur de la santé et des services sociaux en ce moment, dans le réseau, sont orientées sur l'individu. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver des solutions à l'individu, programmes de soutien, on essaie de programmes d'aide aux employés, on essaie d'avoir aussi du shadowing. Donc, on essaie de donner à l'individu plus de force pour passer à travers les épreuves. Mais on attaque beaucoup moins les questions d'équipe, c'est-à-dire quelle est la dynamique au sein des équipes, en quoi cette dynamique cause des problèmes d'épuisement. Et encore moins les facteurs organisationnels, en quoi l'organisation dans son ensemble, dans sa façon d'orchestrer la distribution des tâches, d'orchestrer la gouvernance du processus décisionnel, ça, c'est encore moins touché présentement dans le réseau de la santé. C'est des trucs qu'on n'a pas touché beaucoup. Et finalement, des facteurs d'ordre provinciaux, c'est-à-dire des facteurs d'ordre législatif au niveau du ministère de la Santé et des services sociaux. Il y a des paramètres à ce niveau-là qui doivent être adressés également pour essayer d'avoir une approche qui soit intégrée, qui couvre l'ensemble des paramètres qui peuvent avoir un impact sur les questions d'épuisement et de dépression. Donc, c'est un peu les différents paramètres qui sont facteurs à l'origine de l'épuisement. Il y a beaucoup de facteurs à l'origine de l'épuisement. Si on s'en tient aux questions organisationnelles d'équipe et d'individus, rapidement, je vais présenter un exemple qui avait été donné. Là, donc, on va regarder certains éléments à l'intérieur de ça. Comme j'ai mentionné, j'ai choisi
un échantillon d'études que j'ai mené sur cette question. J'ai essayé de créer une forme de cohérence à travers ces études, mais on va donc aborder assez rapidement ces différentes études. D'où vient l'épuisement? Fondamentalement, l'épuisement professionnel ou la détresse vient de ce modèle qu'on appelle le modèle demande-ressources, qui dit que fondamentalement, lorsque les demandes sont très élevées, donc je reçois beaucoup de demandes de mon environnement de travail, mais que je n'ai pas beaucoup de ressources, donc je n'ai pas les moyens d'y faire face, bien, je me trouve dans une situation à haut niveau de stress et avec très peu de motivation. Donc, c'est ce qu'on observe dans certaines situations. Les gens ont des demandes qui s'accroissent constamment, mais ils n'ont pas de ressources pour être capables d'y faire face. Ressources matérielles, ressources informationnelles, ressources relationnelles. Bon, il y a différents types de ressources. Et on voit bien que le débalancement entre ces deux dimensions crée les problèmes chez la plupart des individus. Dans un monde idéal, on s'attend à ce qu'on ait des demandes, donc un challenge et des défis de notre emploi, mais on s'attend aussi à avoir les ressources pour être capable d'y faire face. Donc, on serait dans un cadran qui serait le cadran du côté droit en haut. Donc, un stress qui est moyen, qui permet de performer, mais avec un haut niveau de motivation. Parce qu'on a beaucoup de défis dans notre travail, c'est motivant, c'est stimulant. Donc, l'autre côté, ben, on a peu de demandes et peu de ressources. On est vraiment dans un low stress, donc peu de stress, un environnement de travail où il y a peu d'éléments de motivation. Donc, c'est un travail, je dirais, qui n'apporte pas énormément de réalisation. Et finalement, peu de demandes avec beaucoup de ressources, bien, on est encore dans un environnement où il y a peu de stress, mais il y a quand même une forte motivation parce que les ressources sont disponibles, vous pouvez faire beaucoup de choses, vous avez beaucoup de possibilités en termes de développement. Donc, c'est un peu le modèle dominant qui traite de la question des problèmes d'épuisement ou de détresse psychologique. Si on essaie de modéliser ce petit tableau qu'on a vu précédemment, on voit très bien que dans la construction du stress et de l'épuisement professionnel, il y a deux dimensions qui sont déterminantes. Ce qu'on appelle le processus motivationnel qui est relié aux ressources. Donc, lorsque j'ai des ressources, ça me motive. Et donc, ça m'évite de dépersonnaliser ma relation avec les patients. Ça augmente mon engagement et donc, un certain nombre de résultats positifs pourront être le résultat de ce processus. Et vous avez le processus énergétique qui est basé sur les demandes. Donc, plus j'ai de demandes dans mon travail, plus mon épuisement émotionnel augmente et plus je développe des problèmes de santé. Et ces problèmes de santé vont amener des conséquences, le taux de roulement, l'absentéisme et les départs éventuellement. Donc, tout ça, donc, c'est toujours dans une dimension, dans un parallèle à deux dimensions. L'ensemble de l'environnement des individus sont cadrés dans ce modèle. J'ai beaucoup de ressources, je dépersonnalise moins, je m'engage, j'ai beaucoup de demandes, je suis épuisé et je développe des problèmes de santé. Et on voit que les problèmes émotionnels, l'épuisement émotionnel vont finir par générer une dépersonnalisation, donc une relation de plus en plus éloignée avec le patient. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et la plupart de mes études ont cherché à essayer de circonscrire ce modèle et de le démontrer empiriquement. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, première étude, rapidement, reconnaissance, soutien social, donc les variables que je vais solliciter dans la première étude. Je ne rentrerai pas dans le détail de toutes les relations qui sont observées dans cette étude publiée dans International Journal of Nursing Studies avant la transformation, c'est-à-dire avant la loi 10. En 2010, ça a été publié. Donc, on a testé le modèle demande-ressources avec un échantillon d'à peu près 2000 infirmières dans tous les établissements de santé du Québec. On a essayé de voir est-ce que ce modèle fonctionnait empiriquement. Et grosso modo, on voit rapidement, là, sans vouloir embarquer dans les détails, que les ressources sont bien liées au phénomène de dépersonnalisation et à l'engagement et que les demandes sont vraiment liées à l'épuisement émotionnel et aux problèmes de santé. Donc, il y a vraiment une logique reliée au processus motivationnel et au processus énergétique qui se matérialise selon les résultats empiriques de cette étude auprès d'un échantillon d'environ 2000 infirmières. Tout ça menant à l'intention de quitter la profession dans ce contexte de résultats. Les principaux résultats de cette étude, les demandes et les déterminants les plus importants d'épuisement émotionnel, alors que les ressources sont les principaux déterminants de la dépersonnalisation. Donc, effectivement, il y a deux processus distincts. Le sens du travail et le sentiment de surcharge sont les variables les plus déterminantes. Donc, la notion de sens du travail, est-ce que mon travail fait du sens pour moi? Et est-ce que je me sens en surcharge de travail? Ce sont les déterminants les plus importants. Ils agissent conjointement, des fois sur les ressources et des fois sur les demandes. Donc, c'est des dimensions importantes à développer.
Et le sentiment de surcharge, c'est quand même assez important à saisir. On a démontré que le nombre d'heures de travail n'est pas nécessairement lié au sentiment de surcharge. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on travaille plus d'heures qu'on se sent nécessairement surchargé. Le sentiment de surcharge est un phénomène cognitif qui vient, qui est le fruit d'un résultat basé sur l'ensemble des demandes qui nous sont fournies, mais surtout l'incohérence des demandes. Souvent, les gens se sentent en surcharge parce qu'ils reçoivent des demandes qui sont incohérentes, ce qu'on appelle les stresseurs de rôle. Et c'est souvent ces stresseurs-là qui amènent le sentiment de surcharge. Ce n'est pas nécessairement toujours relié au nombre d'heures. Plusieurs études ont démontré qu'il n'y avait pas de lien entre l'épuisement professionnel et le nombre d'heures de travail des individus. Ce n'est pas toujours lié au nombre, c'est lié à la dimension, au sentiment de surcharge. Il semble y avoir des effets croisés, donc certaines demandes influencent la dépersonnalisation et certaines ressources, dont le sens du travail, influencent l'épuisement émotionnel. Donc, il y a des effets croisés entre ces deux processus. Et l'épuisement émotionnel semble précéder la dépersonnalisation. Donc, ça, c'est un élément important. Il y aurait une relation de cause à effet dans le temps entre ces deux dimensions. Donc, la deuxième étude sur la justice, autre élément important de la détresse psychologique et de l'épuisement. Qu'est-ce que la justice organisationnelle? Fondamentalement, il y a trois dimensions. La justice distributive se réfère à la perception de justice des résultats. Est-ce que je suis satisfait des résultats suite à la prise de décision dans mon organisation? Donc, j'ai eu la promotion dont je m'attendais, j'ai eu une augmentation de salaire dont je m'attendais. Donc, un résultat qui fait en sorte que je perçois que le résultat est juste à mes yeux. La procédure, est-ce que la procédure qui a permis ce résultat est considérée comme étant juste ou non? Autrement dit, quelle a été la procédure utilisée pour arriver au résultat? Donc, le processus décisionnel, est-ce que je perçois qu'il est juste ou non? Et finalement, l'interaction, donc la qualité interactionnelle, donc entre celui qui a pris la décision et celui qui l'a subi, entre guillemets, est-ce que ce processus interactionnel est perçu comme étant juste à mes yeux? Donc, la justice est un élément déterminant dans les réseaux de la santé. Plusieurs études, dont les miennes, montrent qu'il y a une perception d'injustice assez grande dans la prise de décision. Les gens ont l'impression qu'on leur impose des façons de faire. Et ce phénomène-là génère des problèmes de détresse psychologique et d'épuisement professionnel. Pourquoi? Ce qu'on se rend compte, c'est que lorsque la personne sent que le résultat d'une décision est injuste, elle va donc développer un niveau élevé de stress. Si elle perçoit que la justice est donc faible, elle va donc questionner les procédures. Est-ce que les procédures qui ont permis la réalisation de la décision, ces procédures sont justes ou elles sont injustes? Si elles sont justes, j'ai la perception qu'elles sont justes, je vais donc, encore une fois, réagir au stress, mais de façon plus faible. Si je perçois que la perception de justice elle est faible par rapport au processus de décision, je vais donc aller interroger mon superviseur ou la direction pour savoir pourquoi cette décision a été prise. Et si la raison qu'on me donne, encore une fois, est perçue comme étant injuste de ma part, je vais encore une fois avoir un impact encore plus élevé sur mon niveau de stress. Donc, plus la séquence s'allonge dans le processus de justice, plus je vais développer un sentiment de stress élevé parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi la décision a été prise et pourquoi je subis cette décision. Donc, c'est assez important, je pense, à considérer que lorsque vous prenez des décisions, il est assez important que les gens comprennent pourquoi cette décision a été prise. Donc, que la procédure soit claire, qu'elle soit la même pour tout le monde et qu'elle soit non arbitraire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer le processus décisionnel à chaque fois qu'on prend une décision. Il faut que le processus soit stable dans le temps. Et lorsque vous expliquez aux gens pourquoi vous avez pris la décision, bien que cette explication soit honnête et sincère, que les gens ont la perception que vous êtes honnête dans votre processus de prise de décision. Et donc, plus ces problématiques-là sont présentes, plus on génère un niveau élevé de stress chez les individus. Donc, on a fait l'étude auprès d'à peu près 457 soignants dans un établissement de santé. Ce qu'on s'aperçoit fondamentalement, ce que l'étude démontre, c'est que lorsque la perception de justice des procédures est élevée, on réduit la perception d'injustice au niveau des résultats. Donc, plus les procédures sont perçues comme étant justes, cohérentes, moins je sens que les résultats sont injustes. Et même chose pour l'interaction. Plus le décideur est capable de m'expliquer les décisions, moins je perçois le résultat comme étant injuste. Et ce que ça occasionne, c'est que quand je perçois le résultat comme étant injuste, donc le résultat de la justice distributive, ça génère de l'épuisement émotionnel. Plus je sens que les décisions qui ont été prises sont injustes à mes yeux, plus je suis épuisé émotionnellement. Plus je développe des problèmes psychosomatiques et plus je m'absente de mon organisation. Plus je perçois les résultats comme étant injustes dans la prise de décision,
plus je m'absente également à court terme. Donc, on voit bien que la notion de justice va venir impacter la santé des individus, la santé émotionnelle, donc l'épuisement émotionnel, qui va impacter leur santé physique, et qui va finir par générer des problèmes d'absentéisme. Donc, la notion de justice, elle est centrale dans la compréhension des problèmes d'épuisement et des problèmes d'absentéisme dans l'organisation. J'attire votre attention sur la dernière partie, donc la partie sur les absences. Et ce qu'on voit très bien, c'est que les absences précédentes, ceux qui précédaient l'année de mesure, donc temps 0, et les absences au temps 2, on montre qu'il y a un lien très étroit entre les absences court terme au temps 0 et les absences court terme au temps 2. Même chose pour les absences long terme. Ce que ça veut dire fondamentalement, c'est qu'on fait face à des gens qui ont développé une culture d'absentéisme. Ce sont toujours à peu près les mêmes qui s'absentent. On peut cibler un panel d'individus qui s'absentent de façon récurrente. Et à court terme, ce ne sont pas les mêmes qui s'absentent à long terme. On est sur des bassins d'individus différents. Ce n'est pas les mêmes déterminants et ce n'est pas les mêmes individus. Donc ça m'apparaît aussi important à comprendre lorsqu'on travaille sur l'absentéisme. Implication des résultats, améliorer la perception de justice. Les résultats montraient des taux de 3,4 sur 7. Sur une échelle de 7, on a des résultats de 3,4, donc très faibles sur la perception de justice dans cette organisation. Donc, il faut améliorer la perception de justice des individus. Pour comment le faire? Spécifier les critères d'évaluation de la performance, implanter des mécanismes de consultation. Les gens développent des perceptions d'injustice lorsqu'ils ne sont jamais consultés par rapport aux décisions. Partager le leadership au sein des équipes, donc donner du pouvoir aux gens pour qu'ils peuvent s'approprier les décisions. Et clarifier les orientations stratégiques de l'organisation. Les gens ont besoin de comprendre pourquoi l'entreprise prend telle décision. Plus ils comprennent, plus ils sont en mesure de juger que le processus est juste par rapport à eux et par rapport à leur environnement de travail. Donc, l'important de bien cibler les éléments de justice. Stratégie de coping peut être une solution. Donc, il est préférable de prendre quelques jours de congé plutôt qu'une absence à long terme. On voit bien que les gens épuisés vont de temps à autre prendre des journées d'absence à court terme. Il est préférable dans une organisation comme celle de la santé de donner une chance aux gens épuisés de prendre une journée de temps à autre pour rétablir l'équilibre que de les laisser poursuivre dans un processus où ça va les emmener dans des problèmes psychosomatiques et éventuellement des absences à long terme. Et on sait que les absences à long terme pour l'épuisement sont très, très problématiques. Une personne qui s'absente pour un épuisement ou un problème de santé mentale a 300% plus de chances de s'absenter une deuxième fois. Et le nombre de jours est exponentiel entre chacun des épisodes. Donc, c'est important d'éviter le premier départ pour un épuisement à long terme. Donc, il vaut mieux ce qu'on appelle une stratégie de coping, de donner une chance aux gens de récupérer, de prendre une journée ici et là quand on voit que la pression est trop élevée, plutôt que de les laisser poursuivre dans cette quête et de faire en sorte qu'ils tombent du côté du long terme. Et naturellement, là, on a beaucoup plus de difficultés, autant au niveau de l'individu, de sa famille, de l'organisation et de la société en général. Donc, c'est bien important de bien comprendre ces phénomènes-là. Il semble que l'épuisement est un signe avant-coureur des problèmes psychosomatiques. L'étude le démontre clairement qu'il y a un lien direct entre les deux problèmes. Les superviseurs immédiats doivent donc déceler les signes avant-coureurs, donc changement d'attitude auprès de votre personnel, irritabilité, impatience, problème de concentration. Si ces paramètres-là apparaissent, il y en a d'autres, mais si vous voyez ce genre de signes qui n'étaient pas habituels, ça veut dire qu'il se passe quelque chose chez votre collaborateur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, vous devriez commencer à creuser, à comprendre ce qui arrive derrière ça, pour éventuellement lui dire, ça peut-être mieux de prendre une journée pour te ramener à niveau, pour que tes ressources reviennent à un niveau acceptable, plutôt que de poursuivre dans cette direction-là. Ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, les gens les plus engagés, c'est ceux qui vont finir par développer de l'épuisement à long terme. Ils vont finir par s'absenter à long terme parce qu'ils vont continuer à travailler constamment pour ne pas laisser personne avec les problèmes de leur clientèle, de leurs patients. Ils ne veulent pas laisser la charge de leurs patients à quelqu'un d'autre. Et donc, ils vont poursuivre, puis finalement, il va arriver un moment où ils vont partir à long terme. Et là, à partir de ça, c'est très difficile de les récupérer. Donc, il faut faire attention à cette dynamique-là. Facteur à l'origine de l'épuisement, donc d'autres facteurs sur d'autres recherches menées, donc le rôle des pratiques à haute implication. Ce qu'on s'est dit, c'est comment on peut réussir à ramener ces ressources, à générer plus de sentiments de contrôle des ressources que les individus possèdent. Une des avenues, c'est l'implantation des pratiques à haute implication. Rapidement, naturellement, je vois le temps qui avance, donc rapidement, le pouvoir, l'information, la reconnaissance et les compétences. Donner du pouvoir, partager l'information, faire de la reconnaissance et promouvoir le développement des compétences sont les 4 pratiques à haute implication qui ont un impact considérable sur le sentiment de ressources que possèdent des individus au travail.
Donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé pendant un certain temps. Une première étude rapidement, on a vérifié quel est l'impact de ces pratiques. On voit que plus ces pratiques sont présentes dans les organisations et moins les gens sentent qu'ils sont dans un processus de conflit de rôle. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que leur rôle est plus clair, ils ont l'impression qu'ils sont moins surchargés, puis ils ont l'impression que c'est moins ambigu dans leur travail lorsque ces pratiques sont présentes. Donc, l'importance d'implanter des pratiques à haute implication génère un meilleur contrôle de son environnement de travail et par conséquent, finit par réduire les problèmes d'épuisement professionnel. Donc, encore là, l'importance des pratiques à haute implication joue un rôle important dans la capacité de générer une santé au travail. Une autre étude sur les mêmes pratiques, on a observé dans ce contexte, dans une autre étude, que finalement, ces pratiques généraient un sentiment de cohésion dans les valeurs entre l'individu et l'organisation. Plus ces pratiques sont présentes, plus les gens partagent les valeurs de l'entreprise, ce qu'on appelle le PO-FIT, Personal Organizational Fit, donc le fit entre les valeurs des individus et de l'organisation. Donc, plus ces pratiques sont présentes, plus ce fit est élevé, et plus ce fit est élevé, moins j'ai des problèmes d'épuisement professionnel. Donc, l'implantation des pratiques à haute performance va générer un sentiment d'adhésion, donc une cohérence dans les valeurs, et ce sont ces valeurs qui vont finalement affecter le sentiment d'épuisement chez les individus. Donc, encore une fois, l'importance des pratiques à haute implication. Implication des pratiques, valoriser la transparence et le partage de l'information, cultiver la participation, donc les valeurs, la croyance, les façons de faire, responsabiliser les employés par un meilleur développement et une plus grande utilisation de leurs compétences, et finalement traduire les politiques de reconnaissance en culture de reconnaissance. Beaucoup d'entreprises, on va le voir tantôt, développent des politiques de reconnaissance, font la promotion de politiques de reconnaissance, mais sur le terrain, il ne se fait pas de reconnaissance. Les gestionnaires n'en font pas. On va voir tantôt que l'impact est très négatif de ce genre de processus. Donc, justement, c'est l'étude qu'on a menée sur les sources de reconnaissance. Je n'irai pas trop dans le détail des graphiques, mais ce que ça montre, c'est que où est-ce que la couleur est le plus foncée, c'est-à-dire vers le mauve, c'est les endroits où il y a de l'incohérence entre ce que l'organisation fait comme promotion de la reconnaissance et ce que les gens sur le terrain, c'est-à-dire les superviseurs, les médecins, les patients et les collègues font comme reconnaissance. S'il y a une discordance entre les deux, le taux de roulement s'accélère dans l'entreprise. Il faut donc qu'il y ait de la cohérence. Si vous faites la promotion de la reconnaissance comme organisation, vous devez vous assurer que vos gestionnaires sont capables d'en faire, qu'ils sont formés pour le faire et qu'ils vont en faire réellement. Sinon, vous allez avoir d'impact beaucoup plus négatif que si vous ne faisiez rien du tout dans votre entreprise. Donc, on ne peut pas générer des signaux incohérents dans une organisation. La discordance a plus d'effet que la cohérence. C'est ce que l'étude démontre. Bad is always stronger than good. Tout ce qui est mauvais a beaucoup plus d'impact que ce qui est bon. C'est un paradoxe, je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais c'est comme ça que ça se passe dans les organisations. Donc, évitez les incongruences entre ce que vous cherchez à promouvoir comme politique et ce que les gestionnaires sont en mesure de livrer sur le terrain. Assurez-vous que cette cohérence est présente, sinon vous allez générer un taux de roulement dans votre organisation. Donc, ça a été fait auprès d'à peu près 300 soignants d'un établissement de santé. Donc, la cohérence est centrale. Donc, reconnaissance monétaire provenant de l'organisation distale doit être cohérent avec le proximal, c'est-à-dire venant des médecins, du superviseur, des collègues et des patients. S'assurer qu'il y a une cohérence dans ces processus. Lorsque la reconnaissance provient de l'organisation excède celle du superviseur, on a donc un effet important sur l'intention de quitter l'organisation et sur le départ éventuel. Il en reste encore. Excusez? Donc, bon, grosso modo, c'est un peu les constats que j'ai présentés. Donc, c'est la première étude qui étudie toutes les sources de reconnaissance et qui cherche à comprendre cette cohérence dans les sources de reconnaissance. Donc, c'est un résultat qui m'apparaît intéressant. Donc, important, la reconnaissance, oui, c'est un levier pour générer du sens et pour générer des ressources, mais en même temps, il doit y avoir cohérence. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Autre étude qui a été réalisée sur une population d'étudiantes et étudiants en soins infirmiers. On a sondé tous les étudiants avant qu'ils arrivent sur le marché du travail. Donc, tous les étudiants du Québec qui ont fait leur formation en nursing ou en technique infirmière. On les a sondés avant qu'ils arrivent sur le marché du travail pour savoir quelles étaient leurs attentes par rapport aux pratiques dans l'organisation, donc les pratiques à haute implication. Quelles étaient leurs attentes par rapport à ces pratiques et comment ils voyaient leur image professionnelle, comment ils se sentaient comme infirmiers, infirmières, comment ils voyaient cette image. Et après, on les a sondés 6 mois après qu'ils soient rentrés sur le marché du travail pour comprendre si le choc de la réalité avait des conséquences dans leur comportement.
Et effectivement, ce qu'on observe, c'est que le choc de la réalité, c'est-à-dire les attentes qu'ils avaient en matière de pratique de gestion, lorsqu'ils ne sont pas rencontrés dans la réalité de leur environnement de travail, ça les amène à vouloir quitter l'organisation. 38 ont quitté l'organisation au bout de 3 ans. Et à quitter la profession éventuelle, il y a 9 des gens qui avaient quitté la profession au bout de 3 ans. Donc, on voit très bien que la capacité de créer de la cohérence entre les attentes du personnel infirmier et la réalité du milieu de travail, on appelle ça le choc de la réalité. Plus vous réduisez ce choc, plus vous augmentez votre rétention au sein de votre personnel infirmier. Donc, important de bien socialiser les gens, de bien leur faire comprendre leur environnement de travail pour pas que ce choc-là soit trop présent, pour s'assurer qu'ils ont bien compris dans quel environnement ils vont se situer. Et donc, c'est un peu le résultat de l'étude. Donc, rapidement, les différences entre les attentes des diplômés infirmiers et la réalité du marché génèrent une déception qui entraîne l'érosion de l'image de soi et l'intention de quitter. Et in fine, le départ réel, parce qu'après, on est allé sonder, on a demandé à l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec qui est encore membre de l'Ordre, donc qui est encore pratiquant au Québec. Et finalement, bon, c'est même qu'on a réussi à voir qui avait quitté la profession en soins infirmiers dans le réseau de la santé du Québec. Description réaliste d'emploi, socialisation, implantation des pratiques à haute implication. Ce sont les principales recommandations de cette étude. Une autre étude intéressante qui a été menée, encore une fois, pour venir mettre une bémol sur l'importance des pratiques à haute implication. L'étude cherchait à comprendre, encore une fois, en quoi ces pratiques qui permettent de générer des ressources au sein de l'organisation avaient un impact sur les comportements et sur le sentiment d'empowerment. Est-ce que les gens se sentent plus en pouvoir lorsqu'on met en place ces différentes pratiques à haute implication? On s'est aperçu que c'était vrai, mais uniquement lorsque les soignants ont confiance aux médecins. Lorsque l'ensemble du personnel soignant hors médecin, donc tous les professionnels qui ne sont pas médecins, lorsque ces gens-là ont confiance dans leur relation avec les médecins, le processus fonctionne. Lorsqu'ils n'ont pas confiance aux médecins, le processus ne fonctionne pas. C'est ce que les graphiques nous démontrent. Donc, j'ai beau investir dans le développement des compétences, ça ne générera pas du sens au travail, en tout cas beaucoup moins de sens au travail, si les soignants n'ont pas confiance aux médecins dans leur équipe. Même chose au niveau d'autonomie. J'ai beau générer plus d'autonomie au niveau de mon personnel soignant, si ces gens-là n'ont pas confiance aux médecins dans l'équipe, je ne générerai pas de sens dans mon équipe de travail. Donc, encore une fois, vous avez la droite qui est verte, c'est lorsque la confiance est élevée, la droite qui est en rouge, c'est lorsque la confiance est faible. Donc, la confiance est donc un élément essentiel à la capacité de générer des ressources via les pratiques à haute implication. Donc, on a beau investir dans des pratiques de reconnaissance, dans des pratiques de gestion du pouvoir, de développement des compétences, si on n'est pas capable de créer un sentiment de confiance à l'intérieur de l'équipe soignante, on ne générera pas de sentiment d'empowerment et ni de comportement de mobilisation. Encore une fois, même chose pour le développement des compétences, pour l'autodétermination. On voit même une relation négative. Donc, si je n'ai pas une confiance élevée envers les médecins, je ne génère pas aucune capacité d'autodétermination, un sentiment de réalisation ne sera pas présent dans l'organisation. Donc, c'est un peu le résultat de cette étude. Donc, la notion de sécurité psychologique, droit de parole est très importante, donner la chance aux gens de pouvoir s'exprimer, générer la confiance au sein des équipes de soins, avoir le sentiment d'utilité, je me sens utile, je sens que j'ai un rôle à jouer dans mon équipe. Donc, il faut que toute l'équipe de soins génère ce sentiment de sécurité et de confiance pour qu'on puisse avoir des impacts lorsqu'on implante des pratiques de gestion pour générer des ressources à l'intérieur de l'entreprise et de l'organisation. Finalement, j'accélère un petit peu, désolé. Les 2 dernières études que je veux vous présenter sont 2 études réalisées en oncopédiatrie, donc 2 études réalisées en France auprès de 40 de toutes les équipes en oncopédiatrie de France, à peu près 600 soignants, médecins et autres professionnels de la santé. On a cherché à comprendre comment peut-on rétablir la situation en matière de qualité de vie au travail, de bien-être au travail, réduire l'épuisement et la détresse. On a donc implanté une nouvelle approche qu'on appelle l'approche participative, donc la méthode managériale participative. Et on a essayé de voir est-ce que cette approche permettait de réduire les problèmes d'épuisement et d'améliorer la qualité de vie des soignants et la qualité des soins offerts aux patients. Rapidement, ce qu'on voit, c'est que l'approche participative génère une plus grande qualité de vie au travail, génère une santé psychologique plus élevée au sein des soignants, améliore la qualité relationnelle au niveau social, génère une meilleure perception des valeurs de l'organisation et améliore la santé physique des soignants.
On voit également que l'approche participative génère plus d'engagement envers le travail, génère une meilleure satisfaction au travail et améliore la perception de qualité des soins de la part des soignants. Donc, lorsque cette approche participative elle est présente, les soignants ont l'impression que la qualité des soins est plus élevée. Deuxième tableau, tableau 4, transformation. Donc, on a cherché à comprendre, encore une fois, chaque dimension de cette approche participative. Donc, la formation, les équipes multidisciplinaires, le soutien des équipes, les approches d'amélioration continue. Ce qu'on voit, c'est que le style de leadership, la justice, le soutien au niveau organisationnel et le soutien au niveau de l'autonomie était lié à cette approche participative. Donc, plus cette approche est présente, plus les gens ont la perception que les gestionnaires ont un leadership transformationnel, que plus de justice dans l'organisation au sein de l'équipe, qu'on est mieux supporté par l'équipe. Donc, cette approche génère aussi des éléments en termes managériels, en termes de leadership, qui ont un impact sur la qualité des soins. Et le dernier tableau montre que ces différentes dimensions managériales, leadership transformationnel, justice, impactent l'engagement dans le travail, impactent la satisfaction au travail, mais impactent également la qualité des soins. On a mesuré la satisfaction des patients suite à chaque intervention pour voir si les patients qui étaient dans un environnement où il y avait des équipes avec une approche managériale participative, est-ce que ces gens avaient la perception que la qualité des soins qu'ils avaient reçus était meilleure? Et effectivement, les gens ont une perception de meilleure qualité de soins. Donc, cette approche a comme des effets assez bénéfiques sur l'équipe soignante, sa santé psychologique, sa détresse, son engagement, mais également sur la qualité des soins offerts aux patients. Donc, en ayant près de 50 de toutes les équipes en oncopédiatrie de la France, on pense que les résultats ont quand même une valeur, je dirais, assez objective par rapport à ce constat. C'est quoi l'approche managériale participative? Premier élément, consolidation des équipes. S'assurer d'assainir le climat de travail, premier élément de la démarche. Il faut s'assurer de faire la gestion de conflits au sein des équipes, s'assurer d'améliorer la capacité de collaboration au sein des équipes, c'est la première étape. Donc, consolider la dynamique de l'équipe. Deuxième élément, formation interne. Il faut s'assurer que les individus dans l'équipe ont une force personnelle intérieure, ce qu'on appelle la pleine conscience, la gestion du stress, développer la capacité de résilience. Chaque individu doit avoir aussi cette capacité personnelle de surmonter les épreuves, parce que dans le réseau de la santé, vous le savez comme moi, il y a énormément d'épreuves à surmonter. C'est un environnement dont les demandes sont incontrôlées. Donc, il y a beaucoup d'éléments imprévisibles. Donc, il faut développer cet aspect individuel pour être capable de surmonter les épreuves. Mais ça n'appartient pas qu'à l'individu. Espace de communication, donc être capable de développer des espaces de communication, permettre aux individus de pouvoir développer une capacité orientée sur le patient, centrée sur le patient. Il faut que les rencontres ne soient pas uniquement liées au plan de traitement du patient, mais également sur le patient dans sa globalité. Pourquoi c'est important, cette approche basée sur la globalité du patient? Parce que ça permet aux autres soignants qui ne sont pas médecins de pouvoir intervenir dans la discussion. Parce que le plan de traitement est très médical, est très centré sur le traitement lui-même. Il y a plusieurs professionnels, qu'on parle des préposés, qu'on parle des infirmières auxiliaires, qu'on parle des autres professionnels de la santé qui travaillent au sein des équipes, ne peuvent pas s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas partie prenante du traitement comme tel. Mais si on leur permet de parler du patient dans sa globalité, ils connaissent beaucoup d'informations sur le patient, qui est très utile pour le médecin lorsqu'il vient le temps d'entrer en relation avec le patient. Il comprend un certain nombre de phénomènes que le préposé peut observer, que l'infirmière peut observer, mais que lui, il n'observe pas. Pourquoi? Parce qu'il le voit beaucoup moins souvent que les autres soignants. Donc, il y a toute cette logique qui permet à chacun de s'exprimer, de se sentir utile dans l'équipe de soins, qui génère finalement ce sentiment de résilience au sein des équipes. Donc, avoir des espaces centrés sur le patient, démarche participative, donc démarche projet, être capable d'avoir des groupes d'amélioration continue. Lorsqu'un problème se présente dans une équipe, le but, ce n'est pas de confier le problème à une autre équipe, c'est de résoudre le problème soi-même, de mettre en place un processus d'amélioration continue au sein de l'équipe, de faire une petite cellule qui va adresser le problème, qui va revenir avec des recommandations au sein de l'équipe pour faire avancer rapidement les choses et pour s'approprier la transformation de l'équipe. Et finalement, le soutien des professionnels, ce qu'on appelle les espaces de parole. Dans cette approche managériale participative, on a mis en place des espaces de parole supervisés par un psychologue lorsqu'arrive un événement difficile, une mortalité non prévue, pour que les équipes, les soignants peuvent se référer
à ces rencontres pour être capable de discuter, d'échanger et finalement de réduire la pression vécue lors d'un événement difficile. Tout ça nous amène à un modèle générique qu'on veut tester dans les différents établissements de santé, qu'on appelle le modèle de la résilience et la santé psychologique. Je n'aurai pas le temps d'aborder le modèle, naturellement, le temps avance trop rapidement, mais fondamentalement, on veut mesurer, on a des instruments de mesure pour chacune des dimensions, donc l'aspect organisationnel, l'aspect équipe et l'aspect individuel, et voir dans quelle mesure on est capable de générer des ressources psychologiques de la résilience, qui va finalement générer une résilience d'équipe, qui va améliorer le sentiment de bien-être dans l'équipe de soins et qui va générer des résultats sur la qualité des soins et sur les résultats ressources humaines de l'organisation. Donc, ça, c'est le modèle qu'on cherche à tester dans les prochaines années. C'est un peu, on a reçu une subvention pour tester ce modèle dans les différents établissements de santé au Québec. Rapidement, je sais que je dépasse un petit peu mon temps. Stratégie d'intervention, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour réduire le stress? Il y a différents niveaux. Il y a la partie individuelle. Naturellement, tout le monde le sait. Hein? C'est quoi le slogan de Nike? Just do it. Activité physique, repos, sommeil en quantité suffisante. Toutes les études démontrent que les problèmes de sommeil génèrent des problèmes d'épuisement. Le sommeil est central. Il faut être capable d'avoir des moments de sommeil importants. Il faut avoir une période d'activité physique. Ça fait partie d'un équilibre qu'il faut absolument conserver. Nourrir son réseau de soutien, générer votre réseau de soutien qui va vous aider à surmonter les épreuves. Ne pas abandonner ses intérêts à l'extérieur de son travail. Les gens ont tendance, lorsqu'ils sont surchargés, à abandonner leurs intérêts. Ça finit par les rattraper. Ce n'est pas une bonne stratégie. Prioriser sa santé. Les gens priorisent la santé des autres, mais ils sont très peu focusés sur leur propre santé. Surtout le personnel soignant. C'est normal, ils ont été formés pour soigner les autres, mais il faut également porter un regard sur soi-même. Et surtout les médecins, c'est encore plus vrai. Ce sont vraiment les pires patients. Donc, il faut faire attention à cette dynamique. Être conscient que sa propre santé psychologique influence celle des autres. On a vu que dans les équipes soignantes où les gestionnaires sont épuisés et en détresse, ils contaminent les membres de leur équipe. Donc, votre santé va impacter celle des membres de votre équipe. Vous devez donc faire attention à votre santé, non pas uniquement pour vous, mais pour les autres aussi. Gérer son stress, donc le mindfulness, la pleine conscience, la cohérence cardiaque. Bon, il y a un paquet de techniques individuelles. Ça, c'est l'approche individuelle. Il y a des éléments qu'il faut faire soi-même. Conscience de soi, reconnaître ses vulnérabilités, son stress, être à l'affût des signaux. Quand vous voyez que vous êtes moins bien, que vous êtes irritable, que vous êtes impatient, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Vous devez prendre conscience que là, il est peut-être temps de prendre une pause. Établir ses saines limites de travail. Vous avez établir ses limites. Il y a des limites, on a tous nos limites. S'arrêter et réfléchir. Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est quoi vos priorités? Prendre le temps. On a l'impression que prendre une pause, ça nous retarde. Non, prendre une pause, ça nous accélère. Il faut prendre une pause de temps à autre pour réfléchir à ce qu'on fait. Consacrer une partie de son temps de travail à des activités professionnelles qui ont le plus de sens et qui sont les plus gratifiantes pour vous. Les études ont démontré que si vous êtes capable d'apporter 20% de vos activités de travail sur des choses qui sont gratifiantes pour vous, vous allez passer beaucoup plus à travers des problèmes de détresse psychologique et d'épuisement. Donc, répertoriez quels sont les éléments dans votre travail qui sont gratifiants pour vous, qui font le plus de sens pour vous. Essayez d'accorder au moins 20% de votre temps sur ces éléments-là pour parer aux problèmes de la surcharge et des demandes. Au niveau des équipes, discutez régulièrement avec vos employés du développement de carrière, encouragez vos employés à faire de leur mieux, développez le sentiment d'empowerment, intéressez-vous à leur opinion, consultez-les, encouragez vos employés à soumettre leurs idées, allez chercher le feedback de vos employés. Traitez-les avec respect et dignité. Donnez du feedback constructif. Soutenez leur performance. Les gens ont besoin d'avoir du feedback régulièrement. Clarifiez les rôles. Informez vos employés de tout changement concernant l'établissement. Soyez proactifs dans la communication, la transparence. Développez une culture de reconnaissance. Les gens s'intéressent qu'aux résultats, mais il n'y a pas juste des résultats dans un processus de travail. Il y a des efforts, il y a la profession elle-même, puis il y a l'individu lui-même. Les gens arrivent au travail, ils sont des individus avant d'être des employés. Il faut reconnaître le processus existentiel des individus. Partager le leadership. Donc, le leadership est quelque chose qui se partage. Dernière conférence que j'ai participé, une conférence mondiale dans laquelle assistaient tous les plus grands CEO des entreprises mondiales. Le thème de la conférence, c'est « Leadership is everywhere ». On ne peut plus gérer maintenant en centralisant le leadership. Il faut que chacun ait son leadership et sa capacité de prise de décision. C'est la seule façon de passer à travers la turbulence des environnements dans lesquels on est. Implanter une démarche d'amélioration continue, mettre en place des espaces de parole. On a vu tantôt dans la démarche
participative, les éléments qu'il faut mettre en place pour y arriver. Soutien de la direction, il faut que ça parte de la direction. Si la direction ne fait pas une priorité de la santé et le mieux-être, ça ne sera jamais résolu. Il faut que la santé et le mieux-être deviennent une priorité stratégique de l'organisation, qu'on le voit dans les salles de pilotage comme des indicateurs. Il faut en arriver à prioriser ces éléments-là. Je termine là-dessus parce que, naturellement, j'ai dépassé quelque peu mon temps. Donc, accroître les ressources. Donc, je termine sur ce. Et pour laisser un petit peu de place aux questions des gens. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Je sais que ça a été un peu un feu roulant, mais c'est difficile de faire un choix dans 25 ans de travaux sur l'épuisement professionnel. Très complexe. Merci. Merci beaucoup, Denis. Si nous avions été en présentiel, je suis certaine qu'on aurait eu une chose, beaucoup d'applaudissements. Alors, merci. Et on voit dans le chat que les gens sont ravis de la présentation. Il nous reste quand même quelques minutes et on voit aussi, si vous avez envie de faire des réactions, vous pouvez applaudir virtuellement. Il y a un certain nombre de questions et commentaires, plusieurs commentaires que les gens sont ravis de la présentation et de l'intérêt que ça apporte. Suzanne Stock, qui œuvre en santé au travail à l'INSPQ et qui est chercheur au centre de recherche, qui est intéressée à explorer des possibilités de collaboration. Donc, vous ferez le lien en aparté. Guy Paré, qui est votre collègue au HEC, mais aussi chercheur associé au centre de recherche, vous félicite pour la belle présentation, mais il pose la question suivante. La place que joue le travail dans la vie d'un individu ne vient-elle pas modérer la relation entre le sentiment d'injustice et l'absentéisme, par exemple? Denis, vos réactions? Oui, effectivement, la centralité du travail est un élément important. On sait que les sociétés ont énormément transformé la relation qu'on a avec le travail. On a eu des pertes d'objets d'identité, des pertes d'objets identitaires comme la religion, la famille. Tout ça a fait en sorte de déplacer l'identité vers le travail. Et donc, les gens ont mis beaucoup d'importance au travail. Naturellement, cet élément-là est important parce que plus votre travail devient central, plus les injustices vont avoir des impacts négatifs. Les études ont démontré que plus vous êtes engagé envers votre organisation, plus vous réagissez négativement aux injustices. Donc, les gens les plus engagés, ceux qui sont les plus dédiés à l'entreprise, vont avoir des réactions beaucoup plus négatives face à une injustice. Donc, si vous voulez aller vers ces processus dans lesquels vous voulez développer l'engagement de vos employés, vous devez être certain que vous êtes sans faute au niveau de la justice organisationnelle parce que vous allez générer beaucoup plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Je ne sais pas si ça répond à la question de mon collègue, mais donc il faut faire, effectivement, c'est un élément assez important, la centralité du travail. Merci beaucoup, Denis. C'est exactement ce que je pensais. Excellent, merci. D'autres félicitations, ça fuse, c'est très, très bien. Il y a Cathy Malas qui a dû quitter, mais qui vous félicite aussi pour les questions. Je reviendrai à ces questions par la suite parce que je vois une question de Caroline Parent qui est un suivi de ce que demandait Guy. Bonjour Caroline, donc je la connais très bien, Caroline. Oui. Bon, bien, excellent. Alors, voici sa question. Bonjour Denis. Bonjour Caroline. Lorsqu'on œuvre dans un milieu où il y a un historique important de sentiment d'injustice, quelles seraient les meilleures stratégies pour renverser cette tendance? Naturellement, la notion d'injustice ou de justice, c'est quelque chose qui s'insère historiquement dans une équipe ou dans une organisation. Donc, ce n'est pas quelque chose qui apparaît du jour au lendemain. Naturellement, je dirais la solution la plus simple pour établir la justice, c'est d'être capable d'intégrer les individus dans la prise de décision. Moi, je pense que c'est la première étape. Si vous voulez réduire le sentiment d'injustice, il faut que les gens puissent se sentir impliqués et imputables des décisions qui sont prises. Je donne un exemple. Dans beaucoup d'organisations, dans une vie antérieure, j'étais consultant en gestion de la rémunération. Et lorsqu'on développait une structure de rémunération, on faisait intervenir les gens des différents départements pour participer au comité de rémunération, pour développer le système. Je savais très bien, en tout cas, très bien le résultat final de l'exercice. Je n'avais pas besoin du comité pour y arriver. Mais l'important, c'est que les gens perçoivent que la décision qui est prise leur appartienne d'une certaine manière. Et ce sentiment est fondamental dans la génération de la justice organisationnelle. Il faut que les gens perçoivent
qu'ils ont eu un mot à dire dans la décision, qu'ils ont été partie prenante de la décision. Et lorsque ça s'insère, bien, naturellement, ils se sentent imputables du résultat. Et ça, c'est fondamental. Les problèmes d'injustice, c'est quand je ne suis pas consulté, je ne participe pas, par conséquent, je ne suis pas imputable, et par conséquent, bien, je considère que c'est injuste tout ce qui se passe parce que je ne suis pas partie prenante de ça, moi. On m'a imposé quelque chose. Et donc, ça vient de l'organisation. Il faut que ce soit une valeur organisationnelle. Il faut que la direction de l'établissement procède par processus de consultation et d'implication et que la transparence de l'information soit présente. Ça ne peut pas marcher si ce n'est pas quelque chose de culturel. Il faut que ça fasse partie des valeurs de l'entreprise. Excellent. Merci, Denis. Il y a une question de la part de Edith. Est-ce que la présentation va être disponible? La réponse est oui. Nous sommes en train d'enregistrer et ce sera affiché dans les prochaines semaines sur la page YouTube du Centre de recherche du CHUM. Alors, je reviens à la question de Cathy Malas qui était, selon vos études, est-ce que les pratiques managériales participatives augmentent la confiance que les membres des équipes ont face à leurs gestionnaires et les patients face à leurs équipes? Tout à fait. Moi, j'ai fait de l'observation pendant un certain temps en France dans les équipes en question qui avaient implanté cette approche. Ce qui était vraiment percutant, c'est lorsque une rencontre a lieu, il y a 2 rencontres par semaine, où on prend chacun des cas, chacun des patients, et on regarde la situation de chacun des patients. La première personne qui a le droit de parole, c'est le préposé. On fonctionne par hiérarchie inversée. Et ça donne confiance aux gens de pouvoir avoir un espace pour discuter, pour transmettre leur savoir. Nonobstant le niveau de ce savoir, ce n'est pas ce qui est important, c'est leur donner la perception qu'ils ont un rôle à jouer dans la finalité, c'est-à-dire le soin donné aux patients. Et ça, quand on ne laisse pas cette possibilité-là, quand le chef prend la parole, bien, naturellement, les préposés, bien, ils ne parlent pas. Hein, ils n'osent pas s'impliquer, ils n'osent pas s'imposer parce que là, naturellement, ils ont l'impression de ne pas être pertinents dans la discussion. Surtout si on tombe tout de suite dans le traitement, dans le plan de traitement qui est très technique. Donc, on leur laisse cette possibilité et ça génère de la confiance. Et finalement, les médecins se sont rendus compte que c'était beaucoup plus facile de gérer l'équipe lorsqu'on donnait la chance à ces gens-là de s'exprimer parce que la cohésion était beaucoup plus grande. On avait une cohésion beaucoup plus grande. Chacun se supportait mutuellement et on comprenait davantage l'état psychologique du patient. Et ça avait un impact sur la qualité et le temps de récupération du patient lorsqu'il était en processus de traitement. Donc, là, je parle principalement on était dans des départements d'hémato-oncologie, donc c'est pour la cancérologie. Là. On voyait des conséquences sur la qualité de la récupération des patients. Excellent, merci. Il est 13 heures, mais si vous avez quelques minutes de plus, il nous reste 2 questions qu'on pourrait aborder. Je vous les pose toutes les 2 en même temps, puis vous répondrez. Alors, il y avait une première question qui nous venait de Anne-Évangeline Leblanc, qui se demande qu'est-ce que vous proposez face au syndrome de Peter chez certains gestionnaires. Donc, le Peter Principle, je présume, c'est ça. Et la seconde question qui vient de Rachel Bouchard, vous avez parlé brièvement de l'approche pleine conscience. Pouvez-vous nous rappeler son rôle, son importance et son accessibilité pour le personnel soignant? Pour la première question, je n'ai jamais étudié le syndrome de Peter, donc je ne peux pas répondre directement à cette question. Mais pour la deuxième question... Excusez-moi, docteur Chenevert, c'est par rapport au fait que quelqu'un, je n'ai peut-être pas nommé le bon syndrome, mais quand un gestionnaire a une promotion, par exemple, mais qui ne se sent pas à la hauteur, souvent, ça crée des comportements qui vont créer une incohérence et ça peut larver toute l'équipe. Okay. Je comprends ce que vous voulez dire. Ça, c'est une des prochaines études qu'on veut réaliser sur les superviseurs de premier niveau, mais dans d'autres études réalisées dans d'autres secteurs d'activité, ce qu'on a observé, c'est que les gens qui obtenaient une promotion avaient beaucoup plus de chances de s'absenter pour des problèmes de santé mentale que les autres personnes. Et donc, naturellement, ça nous a amené à nous questionner énormément sur la notion de gestion de carrière, parce qu'on sait que normalement, une promotion est un élément motivationnel. C'est un élément qui génère du sens dans le travail. Sauf qu'on s'est aperçu que cette promotion était uniquement chez les gens qui étaient dans des postes de techniciens et qui passaient dans des postes de chef d'équipe.
Donc, un technicien qui fait partie d'une équipe, qui est membre d'une équipe et qui, du jour au lendemain, devient responsable de l'équipe, ce passage-là est beaucoup trop drastique pour quelqu'un qui n'a pas de formation, parce que ce sont des gens qui n'ont pas de formation en gestion, qui n'ont pas été formés pour ça. Et ce changement de rôle est très difficile au niveau cognitif, au niveau psychologique, à être capable d'adresser pour ces individus-là. Et on voyait que ces gens-là s'absentaient pour des problèmes d'épuisement et de santé mentale. Donc, effectivement, les gens qui obtiennent une promotion et qui deviennent des chefs d'équipe, mais qui sont mal préparés pour faire ce passage, sont beaucoup plus à risque d'avoir des problématiques et éventuellement, donc, d'avoir des problématiques sur l'équipe, éventuellement, par effet de conséquences. Donc, le passage est très important. Ce premier passage est très, très, très important entre de faire partie de l'équipe comme un membre et de devenir le responsable de l'équipe. Ce passage-là doit être pris avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérieux et avec une formation, un coaching et des fois progressivement. On peut établir un processus progressif de prise de contrôle d'une équipe plutôt que de parachuter quelqu'un du jour au lendemain dans un rôle pour lequel il n'est pas habilité pour assumer. L'autre question, c'est la pleine conscience. Il y a beaucoup d'études en neuropsychologie qui ont démontré que le développement de la pleine conscience stimule les parties du cerveau qui permettent une meilleure résilience et un meilleur bien-être au travail. Donc, ça a été démontré dans beaucoup d'études. Si ça vous intéresse, je vous enverrai les références. Ça a été démontré en neuropsychologie. On voit les parties du cerveau s'alimenter, se développer lorsque les individus rentrent dans des processus de pleine conscience, méditation, ce genre de trucs, là, qui permet de développer des sphères du cerveau qui sont moins bien développées lorsqu'on n'entre pas dans ces mécanismes de pleine conscience. Et ça a donc un effet important sur la capacité de résilience des individus. Ça a été longuement démontré en neuropsychologie. Excellent, merci. Alors, il est presque 13h05. Nous sommes encore plusieurs personnes qui sont en ligne, mais malheureusement, nous devons... J'avais une conférence midi, je vais juste me débrancher. Merci. Alors, il me reste à vous dire... Excusez, pouvez-vous fermer votre caméra, Madame Gaudreau? Madame Gaudreau? Merci. Voilà. Donc, il me reste à vous dire un très grand merci, Denis. C'était une présentation qui a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions. Les félicitations fusent. Alors, j'invite tous les participants à collaborer avec vous et à développer des nouveaux projets de recherche sur une problématique qui est tellement importante. On parle beaucoup maintenant en santé du quadruple aim, puis la quatrième partie du morceau qui n'était pas là, c'était justement la santé et le bien-être du personnel soignant. Donc, merci pour ces contributions, puis au plaisir d'échanger avec vous. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous d'avoir participé à l'événement. Bon, ceux qui veulent poursuivre éventuellement, bon, soyez bien confortables de m'écrire. Je me ferai un plaisir de poursuivre sur certaines études plus spécifiques. Naturellement, j'ai fait ça vite. J'ai essayé de brosser un tableau le plus large possible, mais pour vous donner un aperçu un peu de ce qu'on fait depuis les 20-25 dernières années. Merci beaucoup. Excellent. Merci. Au revoir à tous. C'est super, Denis. Merci. À bientôt. Bye.